Je vais d'abord présenter Madame Béatrice Alain, qui est coordonnatrice d'un organisme qui s'appelle RELIES, qui est un centre international de réseautage et de référence sur les politiques publiques en économie sociale, créé par le chantier d'économie sociale. Elle est également responsable du lien avec les pôles régionaux de l'économie sociale qui regroupent les parties prenantes qui travaillent au développement de l'économie sociale dans chacune des régions du Québec. Alors, à vous la parole. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais présenter les excuses de Nancy Nimtam, qui est la présidente directrice générale du chantier, qui ne pouvait pas être là. Cet automne, ça a été un peu fou. Elle était à Manille et là, elle part à Séoul et mais elle voulait vraiment être ici, mais c'est ça, c'était juste pas possible. Donc voilà. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la reconnaissance légale de l'économie sociale, puis le lien que ça peut avoir avec avec le développement durable. Donc, le développement durable s'inscrit sur 3 piliers. En général, on parle d'économie sociale et environnementale, puis parfois on inclut culture, ça dépend des pays, des environnements. L'économie sociale et solidaire, la plupart de ma présentation, je vais parler d'économie sociale parce qu'au Québec, c'est vraiment le terme qui prédomine. Il y a des pays qui vont parler d'économie solidaire, comme au Brésil, puis il y a des pays qui emploient les deux. En France, des fois, on parle d'économie sociale, des fois économie solidaire, mais pour parler du Québec, vraiment, c'est économie sociale, donc c'est le terme que je vais utiliser. Donc, l'économie sociale tire sa force en premier lieu des dimensions économiques et sociales. Le lien avec la dimension environnementale est plus difficile et plus récent. Donc, par contre, les entreprises d'économie sociale sont actives dans plusieurs secteurs qui sont au cœur du développement durable, entre autres, accès équitable aux ressources et gestion équitable. Puis là, j'ai plein d'exemples si ça vous intéresse tout de suite ou après, mais on parle des forêts de communauté. Je vous en donnerai d'autres ici, ailleurs. Prendre en compte la sécurité et la souveraineté alimentaire des communautés, ça c'est une grande préoccupation. Par exemple, les cuisines collectives, ça peut aller des cuisines collectives, mais aussi tous les petits fermiers qui vont se regrouper pour acheter un tracteur ou d'autres matériels ensemble. Et ça a été déjà établi et par des études et par des gouvernements que ça contribue à la sécurité alimentaire, éventuellement à la souveraineté alimentaire. Assurer et mesurer un développement durable. Ici, je pense que c'est un des points les plus intéressants de lien entre les deux, c'est que l'économie sociale ne s'intéresse pas uniquement à la maximisation des profits. Il faut la mesurer. Toute entreprise d'économie sociale, à la base, a une autre idée derrière la tête. Il y a d'autres intérêts. Donc, il y a des fois un projet de rentabilité sociale, environnementale, économique. Il y a plusieurs considérations qui viennent en compte. Donc, déjà, ça, c'est une idée de base qui est très similaire, ou une approche de base, pardon. L'économie sociale a développé des projets et des outils qui apportent des réponses innovantes, donc des alternatives au système alimentaire, les circuits courts, les cuisines collectives, etc. Des projets de partage de ressources, des projets d'énergie propre, donc des éoliennes citoyennes, des coopératives éoliennes, des outils de finances solidaires avec des mesures de rendement qui prennent en compte la triple reddition de compte. Donc, au départ, le Québec est particulièrement connu pour ses outils financiers. C'est très difficile pour, des fois, des OSBL ou même des coopératives d'avoir des prêts parce qu'ils n'ont pas de garantie. C'est pas un individu qui arrive puis qui peut montrer sa maison pour la mettre en hypothèque pour partir son entreprise. Donc, déjà, il y a cette question-là, mais il y a aussi la question de peut-être que l'objectif n'est pas maximiser les revenus. Alors, sur quelle base une banque a de la difficulté à mesurer le risque par rapport aux revenus. Donc, on a des outils de finances solidaires qui vont mesurer, oui, le rendement économique, mais aussi d'autres choses. Donc, la mission de l'entreprise d'économie sociale, elle ne porte pas nécessairement le développement durable au centre de ses priorités. Je pense qu'on peut penser à, en particulier, des grosses coopératives agricoles qui ne sont pas nécessairement dans une lignée de petite production, pas de fertilisants, pas nécessairement dans cette lignée-là. Mais le fait que c'est à la base des entreprises collectives et qu'ils ont en tout cas des considérations autres que croissance à tout prix, maximisation des revenus, ça la prédispose à atteindre des objectifs de développement durable. C'est un peu mon point sur la lignée. C'est ça. Donc, d'abord, la question sur la structure et les objectifs
de l'organisation. Dans certains pays, on définit l'économie sociale comme, bon, si tu es une coopérative, tu fais partie de l'économie sociale. Si tu es une fondation, tu ne fais pas partie de l'économie sociale. Si tu es une OSBL de tel type, oui, de tel type, non. Dans d'autres, il y a de plus en plus de débats sur la question de l'objectif. C'est quoi ton intention? C'est de changer, c'est de t'insérer dans le système économique existant puis de fonctionner tous aussi bien que les entreprises privées, même avec ta structure coopérative ou autre, ou c'est de changer le système économique dominant. Dans tous les cas, il y a la notion de la priorité des personnes sur le capital. Hein. À la base, c'est pas une personne ou même un actionnaire qui détient la majorité qui décide, c'est vraiment une personne, une voix. Et ça, partout dans les systèmes d'économie sociale, on retrouve le processus de décision démocratique. Et d'intégrer les parties prenantes de ce mouvement transformatif. On le voit beaucoup au Québec, par exemple, les coopératives de solidarité. Le principe, c'est d'avoir des membres de la communauté qui sont peut-être usagers. Tu sais, quand ils partent le petit magasin du village pour garder un service de proximité, ça va être les gens qui travaillent dans la coopérative de solidarité, mais aussi les gens qui consomment là et aussi les organisations ou personnes de la communauté qui ont un intérêt à ce que le développement et la vie de région soient plus riches et plus soutenables. Je dirais au niveau institutionnel, c'est une des forces du chantier, une des raisons qu'on est une organisation qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est qu'on intègre non seulement les réseaux territoriaux et sectoriels des entreprises d'économie sociale, mais aussi des mouvements sociaux, donc le mouvement des femmes, le mouvement les travailleurs, les syndicats. Donc, ils peuvent dire, bon, oui, c'est intéressant l'aide à domicile, mais les conditions de travail, oui, c'est vrai, il faudrait qu'on travaille là-dessus. Ou oui, c'est intéressant cette dimension-là, mais il faut faire plus en matière d'environnement. Et c'est ce dialogue-là qui amène les entreprises à progresser, mais le fait est qu'au départ, il y a déjà un intérêt à faire plus que juste. S'il y a une formule qui est gagnante, ben on continue puis on pousse à outrance. Il y a déjà une certaine ouverture à un dialogue. Conditions pour que l'économie sociale contribue à court et à long terme au développement durable. C'est sûr que ça prend un mouvement fort capable de changer d'échelle dans son développement. J'avais une discussion un peu à la pause. Est-ce que l'économie sociale, c'est trop petit, c'est trop marginal? Il y a des secteurs qui sont en éclosion, puis il y a des secteurs qui se développent très bien. C'est sûr que il y a des notions de changement d'échelle. Il faut faire reconnaître. Déjà, l'économie sociale a sa juste valeur. Au Québec, c'est quand même un secteur qui est extrêmement important, qui emploie beaucoup de gens et qui a un impact réel et dans les villes et dans les régions. Un environnement favorable, notamment à travers des politiques publiques, puis ça va être un peu mon prochain point, et une intégration du mouvement de l'économie sociale dans un mouvement plus large de transformation sociale et de démocratisation économique. L'économie sociale n'est pas la solution au développement durable, mais peut amener des pistes de solutions et peut contribuer à la solution. Donc, c'est important, je pense, puis c'est l'intention d'insérer les acteurs de l'économie sociale dans un débat plus large où on va avoir beaucoup d'autres acteurs qui ont des intérêts communs. Puis je dirais, pour avoir participé à Rio Plus 20 l'année dernière, quand on parle à des personnes qui travaillent dans le mouvement écologiste, c'est aussi un peu leur intérêt. Oui, ils veulent parler d'écologie, mais ils disaient, nous, on veut sortir de ce créneau-là, on a des choses à dire sur plein de choses. C'est pas, excusez-moi, c'est un sujet qui est transversal, puis on veut pas se faire mettre dans un petit, toi, tu peux juste parler de ça, de cette perspective et dans cette niche. Donc, l'idée, c'est de faire un maillage entre plein d'organisations et des réseaux qui ont des intérêts similaires. L'économie sociale a besoin de politiques publiques ciblées. Il y a plusieurs cas de soit, par exemple, en gestion des matières résiduelles, les coopératives, les OSBL ne peuvent pas faire du gré à gré, c'est exclu par la loi. Donc, pourquoi est-ce que on ne pourrait pas intégrer des entreprises qui ont d'autres façons d'opérer, mais aussi, par exemple, des fois, il y a des mesures de développement durable qui vont couper des accès à des marchés. Par exemple, Incertec qui prend et qui retravaille les vieux ordinateurs et qui les revend beaucoup pas cher pour favoriser l'accès à des ordinateurs à tous. Mais là, la mesure de la responsabilité accrue des producteurs qui doivent être responsables des déchets de leurs produits jusqu'à la fin de son cycle de vie, eux vont reprendre leurs ordinateurs, mais ne sont pas intéressés vraiment à les retravailler puis les remettre sur le marché à moindre prix. Donc,
des mesures qui vont mettre ces producteurs responsables de ces produits vont couper en effet l'accès pour des entreprises d'économie sociale qui vont faire plus un travail de retravail, de remise en marché. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Bon, c'est une autre logique qui s'appuie sur des circuits courts plutôt que la conquête de marchés extérieurs. On se fait souvent dire dans des discussions économiques, bon, ben, on peut vous aider si vous êtes intéressé à accroître vos exportations, ou on a du financement pour des entreprises qui veulent accroître leur production. C'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises d'économie sociale qui cherchent ça, mais il y en a qui sont vraiment au niveau de leur communauté, puis c'est ça l'objectif, c'est d'enrichir la communauté sans nécessairement changer d'échelle. Donc, ça prend un peu une différente conception de ce que c'est une entreprise par les politiques publiques qui les ciblent. Donc, par exemple, un crédit d'impôt, si une entreprise ne fait pas de profit, ça ne marche pas. Il faut penser dans une autre façon, par exemple, subvention. Et bien sûr, ça c'est dans le sens plus large, des politiques qui tiennent en compte des impacts sociaux et environnementaux. Si le soutien économique regarde uniquement l'impact économique, puis on en parlait tantôt sur le PIB, par exemple, si c'est la seule façon qu'on mesure la performance ou le succès d'une entreprise, ben, on perd beaucoup parce que les entreprises d'économie sociale ont généralement un impact plus large et d'ailleurs pas toujours facilement mesurable. Bon, là j'en viens à la loi cadre qui a été passée le 10 octobre en économie sociale. Et juste peut-être une parenthèse pour dire que le Québec est un modèle de co-construction. Donc toujours, je ramène ce point-là d'une part parce que je pense que la notion de développement durable, il y a l'idée d'intégrer les parties prenantes au processus de décision. Mais aussi parce que vraiment, quand on est au Québec et qu'on va à l'international, une des choses qui démarque le modèle québécois, c'est le fait qu'on arrive à amener tous les acteurs autour de la table et discuter des conditions. Donc, on a des processus exemplaires en économie sociale au niveau provincial, des discussions qui se font avec le MAMRO au niveau municipal, par exemple, le plan d'action de la Ville de Montréal et au niveau sectoriel. La loi cadre en économie sociale, donc, qui a été adoptée à l'unanimité. Ça, c'est 2 articles qui introduisent la loi et on voit déjà la notion du bien-être de leurs membres et de la collectivité. Le bien-être, déjà, ça fait référence à ce terme plus large de buen vivir en espagnol. C'est pas juste un bien-être matériel, c'est un bien-être plus large des membres et de la collectivité. Donc, encore une fois, on sort d'une notion d'un individu. Et aussi qu'elles permettent une forme d'économie solidaire et durable. Donc, il y a des pistes qui montrent le lien entre ces deux thèmes, si vous voulez. Donc, la loi cadre du Québec en économie sociale reprend la définition large et inclusive de l'économie sociale. Comme je disais, il y a beaucoup de débats autour de qu'est-ce qui est exactement une entreprise d'économie sociale. Reconnaît pleinement la contribution de l'économie sociale au développement socio-économique du Québec. Puis ça, c'est important parce que là, de nouveau, on souligne l'impact qui n'est pas uniquement économique. De favoriser l'économie sociale au Québec, c'est accroître le développement économique, oui, mais aussi autres, sociales, culturelles, etc. Et établit la volonté du gouvernement de favoriser le développement de l'économie sociale et particulièrement, ce qui est intéressant, en chasse un plan d'action avec une obligation de reddition de comptes. Donc, on est dans du assez concret. C'est pas juste le gouvernement qui lance des intentions. Bon, il précise le rôle du MAMRO, le ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire, qui est responsable de l'économie sociale avec le MDIE, qui s'occupe plus précisément des coopératives, et le rôle qui incombe. Parce que l'économie sociale, c'est un peu comme le développement durable, c'est quelque chose qui est transversal. Donc oui, il y a peut-être un ministère qui va regarder ça, qui va s'en occuper principalement, mais ça touche les questions d'emploi, ça touche les questions culturelles, ça touche les relations internationales. Donc il faut avoir une certaine coordination à l'intérieur des ministères pour qu'ils prennent ces notions et qu'ils les intègrent dans leur plan d'action à chacun d'eux. Et bon, entérine le processus de co-construction des politiques publiques, ça c'est intéressant. Il y a vraiment dans la loi des mesures pour créer des espaces de dialogue avec la société civile, notamment le chantier de l'économie sociale et le Conseil québécois de la coopération des mutualités.
Les prochaines étapes, donc c'est ça, la loi a été passée juste là. Là, on passe à l'étape de mettre en place un plan d'action gouvernemental et, je dirais, une des priorités et au niveau du gouvernement et du chantier, c'est de faire une promotion accrue de l'économie sociale parce que souvent, quand on parle d'économie sociale, les gens sont vaguement peut-être entendus parler, mais c'est pas très clair c'est quoi. Alors que dans les faits, les gens ont énormément de contacts avec des entreprises d'économie sociale, les garderies, les circuits de fair trade possiblement, tout ce qui est des coopératives. Au Québec, il y en a énormément. Il reste que l'importance de la loi cadre va être évaluée en fonction de ses retombées concrètes. En particulier, bon, le chantier est un réseau d'acteurs de l'économie sociale, donc c'est bien une loi, c'est bien l'intention, mais c'est ce qu'on va en faire qui va faire que ce soit efficace ou non. Donc, qu'est-ce que peut être l'impact de cette loi pour le développement durable? D'abord, la prise en charge des collectivités dans une perspective de développement durable. Ce qu'il y a d'intéressant dans une approche d'économie sociale et dans les entreprises d'économie sociale très concrètement, c'est que ça implique les membres de la communauté et ça leur donne vraiment une voix. Donc, de plus en plus, je pense qu'on a des considérations de développement durable. Ça, c'est une façon de voir au niveau de la collectivité qu'est-ce qu'on peut en faire, puis particulièrement l'idée de ne pas avoir des solutions qui arrivent d'en haut. Je pense que le prix Nobel de Eleanor Olin, là je me rappelle plus de quelle année, enfin, excusez-moi, Ostrom, 2009? Bon, l'idée que les ressources locales sont les mieux gérées par les collectivités elles-mêmes, hein, qui défait tout le principe du tragedy of the commons, comme quoi si on a des espaces collectifs, on va les développer à outrance, puis il faut tout privatiser parce que sinon on va finir toutes les ressources. Elle a gagné un prix Nobel pour avoir démenti ça, puis montrer que la façon la plus efficace, c'est de donner le contrôle et la responsabilité des ressources collectives aux communautés qui vivent avec. Et effectivement, les communautés ont un intérêt à trouver des solutions de gestion qui les intéressent, elles. Donc, ce n'est pas des solutions nécessairement qui viennent ni de Québec, ni de Washington, ni de... Hein, et c'est un peu une des forces des entreprises d'économie sociale, c'est ça. C'est que ça regroupe les gens des communautés pour décider elles-mêmes de leur sort et de leur développement économique, social et environnemental. Bon, favoriser des circuits courts, favoriser des évaluations d'impact qui tiennent en compte des critères de développement durable. Je dirais que plus l'économie sociale développe et plus les outils qui le soutiennent développent, plus on a des notions que mesurer l'impact d'une activité économique uniquement par les revenus ou par les profits, c'est inadéquat, puis c'est pas ça ultimement qui nous intéresse. Bon, la loi cadre devrait accorder une place plus grande dans les marchés publics pour l'économie sociale. Puis ça, c'est intéressant dans une mesure de ressources publiques qui sont toujours moindres, que le gouvernement, de par ses achats, peut favoriser, oui, des entreprises locales, mais en fait, des entreprises qui ont un impact plus large. Et de l'accès du capital adapté à des entreprises dont la finalité est autre. J'ai l'impression de me répéter, mais... puis brièvement, juste pour présenter le chantier de l'économie sociale. Donc, je ne vais pas vous lire la définition, je vais vous laisser. Mais ce que fait le chantier de l'économie sociale, c'est un réseau de réseaux. Donc, les membres du chantier, comme je disais, c'est des réseaux sectoriels, donc les entreprises d'insertion du Québec, les entreprises, le réseau de la récupération des matières secondes, résiduel, excusez-moi, je suis toute énervée avec mes fils et mes affaires. Mais aussi des réseaux territoriaux. C'est ça. Et aussi que des mouvements sociaux. Le RELIES, que je coordonne, est un centre virtuel de référence et de liaison sur les politiques publiques en économie sociale. Ce qu'on trouve, c'est que souvent les entreprises d'économie sociale mettent de l'avant des modèles innovants qui n'ont pas nécessairement
un écho dans les politiques publiques. Puis je pense que je suis convaincue que c'est aussi le cas des entreprises ou des initiatives privées en matière de développement durable. C'est que pour accommoder une réalité qui est toujours plus complexe, il faut qu'on patente des choses. Donc, regarder ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer au Québec est devenu vraiment important et vice-versa. On a des modèles et des outils très intéressants au Québec et on reçoit beaucoup d'intérêt et de délégations pour voir comment on a co-construit des expériences et des politiques qui favorisent le développement de l'économie sociale. J'ai un peu de documents, mais je n'ai pas amené beaucoup parce que j'ai ça distribuer plein de papiers, mais si ça vous intéresse, vous pourrez venir me voir après. Donc, le portail de l'économie sociale où on peut retrouver toutes les entreprises d'économie sociale au Québec, le site du chantier de l'économie sociale, le site du RELIES et le site du RIPES, qui est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, si vous vous intéressez plus largement à l'économie sociale et solidaire dans le monde, vous pouvez aller voir aussi sur ce site-là. Voilà, merci. Merci, Madame Allain. Je vais vous présenter le prochain conférencier, Louis Favreau, qui est sociologue et professeur émérite à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2012. Ses champs de recherche et d'expertise portent sur les coopératives et autres entreprises collectives, les mouvements sociaux et le développement des communautés, et ça dans une perspective internationale, et particulièrement dans l'axe nord-sud. Il est titulaire d'une chaire de recherche de développement des collectivités et est vice-président du groupe d'économie solidaire du Québec. Et il est président d'une association de coopération internationale. Alors, sans plus tarder, pour lui laisser le plus de temps de parole, alors je lui laisse tout le temps nécessaire pour faire sa propre présentation. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Économie sociale et développement durable. Je vais être provoquant. 2 mots valises. 2 mots qui ont beaucoup de sens différents, même si on en fait parfois des promotions démesurées. D'abord, l'économie sociale, c'est 150 ans d'histoire et c'est plusieurs familles d'entreprises collectives, des coopératives, des mutuelles et des associations. La loi cadre a au moins légitimé ça, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un entrepreneuriat coopératif, mutualiste et associatif. Bon. Pour le reste de la loi cadre, on pourrait revenir, ce serait intéressant d'en discuter au niveau de l'échange, quelle est la portée et le contenu réel de cette loi-là. Du côté de la notion de développement durable, c'est une notion valise aussi parce que, d'abord, c'est la plus grande percée conceptuelle dans les institutions internationales dans les 40 dernières années. 1972, halte à la croissance. 1992, conférence internationale marquante pour le développement durable. Percée conceptuelle parce qu'elle défait, démonte, déconstruit la notion de croissance et la notion aussi de développement tout court. Cependant, depuis Copenhague 2009, la grande rencontre internationale des États sur le réchauffement climatique, sur le climat, ça a été un échec, cette rencontre à Copenhague, en 2009. Et ça l'a fait refluer considérablement cette notion de développement durable au bénéfice de celle de transition écologique de l'économie, dans le sens suivant, c'est que les 3 piliers du développement durable, de ces 3 piliers-là, c'est l'économie qui a été le moins travaillé, sur lequel on a le moins avancé dans une perspective qui est celle d'une économie sobre,
dans une perspective qui est celle contentée de développer les recherches, le programme des Nations unies pour l'environnement, certaines autres institutions internationales et beaucoup de mouvements. Et c'est Rio +20 qui a pris acte de ce déséquilibre entre les trois piliers ou les trois pôles dont on parle. Alors, voilà pourquoi j'ai intitulé mon truc « La transition écologique de l'économie ». Vous avez en haut des logos qui sont en quelque sorte les premiers visages que je voulais vous parler concernant l'économie sociale et solidaire. Des rencontres du Mont-Blanc, Forum international de dirigeants d'économie sociale et solidaire, la CSI, la Confédération syndicale au plan international, qui, peut-être que vous disiez que le syndicat, que ça vient faire là-dedans, ça vient faire beaucoup. Il y a toute une orientation en direction de ce type d'entreprise collective depuis longtemps à l'intérieur des organisations syndicales. Et vous avez 2012, l'année internationale des coopératives, avec un sommet en 2012 qui a été organisé par Desjardins, Mouvement Desjardins, en collaboration avec l'ACI, l'Alliance coopérative internationale. Donc, ces trois figures, à la fois concrètes, locales, québécoises et internationales, que je voulais juste vous montrer. C'est un mot valise, le développement durable, parce qu'avant de parler de ça, il faut parler de la crise actuelle dans laquelle on est, qui est une crise globale, qui est une crise du capitalisme, dont vous avez entendu parler par Pascal, le professeur Pascal quelque chose de Suisse, dont le nom est difficile à prononcer. Alors, c'est une grande crise qui est profonde, qui est longue, qui est universelle. C'est la crise du capitalisme comme modèle de développement dominant, parce qu'il échoue sur bien des plans, c'est-à-dire d'abord en termes de type de capitalisme aujourd'hui, vous avez une dictature des marchés, des actionnaires sur le marché, vous avez un capitalisme financier et boursier qui est dominant, qui dicte la conduite des entreprises. Vous avez une remontée des inégalités au nord comme au sud, au plan de nos régions comme dans les pays du nord par rapport à ceux du sud. Et vous avez finalement aussi une montée du travail précaire, ce qu'il n'y avait pas dans les années fastes des années 45 à 1975. Ce qui s'ajoute à ça, c'est l'urgence écologique, c'est-à-dire qui est sans précédent. Le dernier rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental de recherche sur le climat, l'a bien indiqué et l'a confirmé pour la Xème fois. Ce qui est problématique actuellement, c'est que les crises se télescopent, se croisent les unes les autres. La crise alimentaire a précédé d'1 an la crise des subprimes en 2007-2008. Le réchauffement climatique s'intensifie et aujourd'hui, l'hypothèse des énergies renouvelables est en bonne partie compromise par la montée d'une géopolitique du gaz de schiste. Donc, une autre énergie fossile, d'autres subventions, d'autres soutiens de la part des gouvernements, d'autres faux espoirs entretenus au détriment d'alternatives économiques un peu consistantes sur le plan écologique. Faut-il dire adieu à la croissance? Question des questions. Question avant toutes les autres. La question qui tue, quoi faire croître et quoi ne pas faire croître. Exemple, le mazout au Québec, 3000 emplois, qu'un des programmes du gouvernement du Québec s'apprête à faire disparaître. Vous avez donc 3000 emplois en jeu. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux possibilités, soit de maintenir cette économie du mazout, et de ces emplois-là, soit de transiter vers autre chose, et ce qui n'est peut-être pas prévu dans le programme que le gouvernement du Québec a développé. Le nucléaire, faut-il continuer de le développer ou pas?
Le gouvernement du Québec a tranché récemment là-dessus, mais ça enclenche évidemment des pertes d'emplois. Les raffineries de pétrole engagent beaucoup de monde. Faut-il que ça continue? Aussi, il faut d'autres types d'entreprises, comme celles auxquelles on peut penser des usines de biométhanisation. C'est la première question qui tue, qui est déchirante, qui amène des choix politiques nécessaires. Réchauffement climatique, je n'en dis pas plus, je pense que vous avez assez de connaissances de la chose. Retenez cependant que dans le monde, l'agriculture et la forêt, c'est 30 des émanations de gaz à effet de serre. Le transport, c'est 13 dans le monde. Ça se comprend puisque la plupart des Africains ont comme véhicule la marche et le vélo. Mais au Québec, le transport, en termes d'effet de gaz à effet de serre, c'est 40 d'émissions. Mais il y a des responsables à cette crise, c'est les multinationales. Et ces multinationales, je dis toujours, ces multinationales qui gouvernent nos vies. Votre compte en banque, ce que vous mangez le matin, le McDonald's qui est à côté de l'école de vos enfants, Monsanto pour les semences, le pétrole et les compagnies d'automobiles qui vous permettent de vous rendre là où vous voulez aller dans la journée et dans vos voyages. Ces multinationales gouvernent nos vies, dictent la conduite principale de nos vies, de ce qui se passe dans nos sociétés. C'est dans ce sens-là qu'on parle de modèle économique dominant du capitalisme. British Petroleum, en 2010, dans le golfe du Mexique, en allant chercher le pétrole offshore, le plus coûteux à tout point de vue, a ramassé, en même temps que la pollution de la mer, 60 000 emplois menacés dans 5 États des États-Unis et le long d'une partie du Mexique. On a encore des conséquences de ça. Ça, c'est ça, les multinationales, dans leur meilleur et dans leur pire. Évidemment, j'ai 20 minutes, une demi-heure pour vous parler. Je n'ai pas 3 heures, alors je fais court. Bon. Heureusement qu'il y a des contrepoids que sont les mouvements sociaux. Mouvement syndical, mouvement des agriculteurs et des paysans, mouvement étudiant, mouvement coopératif, mouvement associatif et mouvement des communautés, mouvement de la solidarité internationale. Ces mouvements, aujourd'hui comme hier, ont participé par la résistance aux multinationales et par la construction d'alternatives à soutenir une autre économie, c'est celle qu'on appelle l'entrepreneuriat coopératif, mutualiste et associatif, qui est la définition de l'économie sociale et solidaire. Entreprise collective, économie sociale, une force de proposition potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise collective par rapport aux entreprises publiques ou aux entreprises capitalistes? 3 mots, s'associer pour entreprendre autrement. Ce sont des entreprises qui produisent des biens et des services qui sont sur le marché privé ou public. C'est une association et non pas un regroupement d'actionnaires qui sont là individuellement pour faire du profit. Et le autrement, c'est les finalités sociales contenues dans les entreprises elles-mêmes par leur démocratie interne et contenues dans la réponse qu'ils cherchent à fournir à des besoins sociaux de leur communauté. Ce n'est pas uniquement des petites choses que j'appelle la microéconomie laborieuse, c'est aussi des grandes entreprises et c'est aussi des organisations au plan international comme l'Alliance coopérative internationale qui représente 250 organisations
dans 100 pays et qui est réuni, qui a été fondé en 1890, qui a eu un élan plus fort à partir de l'après-guerre, 1945, et qui a réuni 10 000 participants de tous les pays du monde à Manchester en 2012, avec un document d'orientation majeur qui dit « Les coopératives, d'ici 2020, doivent prendre le leadership du développement durable. » Personnellement, j'avais assisté au congrès de l'Alliance à Genève en 2009. Ils ont fait une résolution, ils ont parlé pendant 2 jours de développement durable. J'étais surpris parce que je me disais, ils vont parler d'affaires comme d'habitude, mais on voyait qu'il y avait un tournant. Ils ont élu aussi une présidente pour la première fois de leur histoire, laquelle présidente, Pauline Green, a dit « Désormais, on va être de moins en moins à Genève, on va être à Bruxelles, parce que c'est là que ça se passe au plan européen, et on va être à New York, parce que c'est à l'ONU que les choses se passent, et qu'il faut développer une force politique correspondante à notre capacité économique, laquelle est ceci, 10 des emplois, 10 du PIB mondial, 10 des institutions financières appartiennent aux entreprises collectives, à l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une référence de l'Organisation internationale du travail qui a sorti une recherche là-dessus en 2011, mais qui n'est pas publique, qui est restée, on sait où. Bon. Des fois, les recherches provoquent des incidences politiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, la situation, par contre, c'est gentil, ce 10 %-là. L'économie sociale a tendance à chiffrer énormément ses affaires en termes d'emploi, etc. Souvent même gonfle ces chiffres, mais il y a quand même une force économique réelle dans un bon nombre de communautés. Je vais vous donner un exemple bien concret au Saguenay. Nutrinor. Nutrinor, 1200 agriculteurs membres de Nutrinor, 400 employés, production du lait, alimentation des quincailleries, et ainsi de suite. Bon, c'est énorme. Ça, c'est une entreprise coopérative, une entreprise collective, majeure dans le développement de la région du Saguenay. Ils font quelque chose, ils n'ont pas juste une volonté que peut-être ils feraient du développement durable. Ils en font. Ils en font comment? J'ai été voir, j'ai été visiter 2 fois. Alors, premier changement, plus de 100 000 $ dans le budget de recherche et développement de l'entreprise, à chaque année. Deuxième changement, on laisse le camionnage pour le transport de nos produits. Et vous pouvez imaginer qu'il y a pas mal de produits, parce que s'il y a 400 employés puis il y a 1200 agriculteurs, ça en fait pas mal. On laisse le camionnage pour le train. Et on ne transportera pas dans les trains des matières dangereuses comme au lac Mégantic, évidemment. Bon, parce que c'est des produits agricoles. Et en plus, nos bâtiments ne seront plus alimentés au mazout dérivé du pétrole, mais à la biomasse. Alors là, ils ont pris contrat avec 2 coopératives forestières qui, elles-mêmes, comme fédération, 40 coopératives forestières, ont fait le virage écologique vers la biomasse. Bon, il y a certains écolos qui disent « Oh, un instant, là, c'est l'agrocarburant, puis c'est polluant ça aussi, puis ça... » Bon, non. C'est des coopératives qui développent les choses dans le cadre d'un aménagement durable de la forêt. C'est le résidu du bois et c'est les résidus agricoles qui servent et qui deviennent en bout de ligne un biocarburant qui alimente les chaufferies des bâtiments, des agriculteurs, les chaufferies d'institutions publiques. C'est ça la transition écologique. Est-il trop tard pour faire cette transition? Ce que M. Mead
posait comme question ce matin. Est-il trop tard, comme Claude Villeneuve, biologiste à l'Université du Québec à Chicoutimi, pose comme question, est-il trop tard, le point sur les changements climatiques? Peut-être. Peut-être. En 1980 jusqu'à 1985, la planète se posait la question suivante. C'était l'époque où moi je militais dans le mouvement pour le désarmement nucléaire. Allait-il y avoir une guerre nucléaire? Était-il trop tard pour stopper ça? Peut-être. Finalement, on s'en est tiré. Mais on n'a pas assez proche. Et une guerre nucléaire, c'était la planète qui sautait. Bon. Alors, l'inconnu est devant nous. Si on constate et qu'on considère que la lutte pour la transition écologique de l'économie est ratée, la guerre est perdue. N'importe quel syndicat va vous dire, si on ne fait pas la bataille, elle est perdue d'avance. Si on la fait, peut-être qu'on va la gagner. Ça, c'est la perspective. Alors, ce qu'il faut, c'est effectivement faire des transitions écologiques de notre économie. Évidemment, des entreprises collectives, sans avoir par ailleurs un code génétique, un ADN de développement durable, ça, je pense que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça fait 150 ans que notre économie est d'abord et avant tout fondée sur les énergies fossiles. 150 ans. La révolution industrielle s'est bâtie là-dessus. Alors, on ne se défait pas de ça en 150 jours. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut s'attaquer à un des fondements majeurs de notre société, comment se développent, se consolident des entreprises. Et quelles sortes d'entreprises? Alors, Nutrinor et les coopératives forestières, c'était pour vous dire qu'il y a des possibilités réelles, mais encore à développer, qui sont encore bien timides. La fédérée duquel relève Nutrinor, c'est une fédération de 100 coopératives agricoles au Québec. C'est 20 000 emplois. C'est assez puissant. C'est adossé au syndicalisme agricole d'UPA, de l'Union des producteurs agricoles. C'est par les mouvements sociaux qu'on y arrive à développer des entreprises collectives. C'est par les mouvements sociaux, d'abord, qu'on y arrive à avoir des politiques costaudes de développement durable. C'est par une action politique auprès des gouvernements, auprès des pouvoirs publics, à l'échelle québécoise comme à l'échelle internationale, qu'on va y arriver avec des politiques d'éco-fiscalité. Alors, c'est un peu l'orientation qu'on peut faire. Le problème, c'est que les mouvements actuellement sont dispersés, ont été affaiblis par les 25 dernières années d'offensive néolibérale. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu un affaiblissement de plusieurs mouvements sociaux. Alors, comment refaire mouvement et autour de quoi? Vous avez là rapidement un certain nombre de points. À titre d'illustration, je peux vous dire que ces 5 chantiers et 20 propositions que je ne peux pas déplier ici, c'est une plateforme politique de sortie de crise du capitalisme. On ne peut pas travailler uniquement à faire des lobbies sectoriels avec nos petites affaires, nos petites demandes de chaque organisation. Il faut pouvoir parler aux partis politiques pendant les élections. Il faut parler au gouvernement pendant qu'il est élu pour faire avancer un certain nombre de propositions qui vont vers la transition écologique de l'économie. Et la première chose, c'est, comme il est mentionné là, de démocratiser l'économie. Démocratiser l'économie, ça veut dire en langage écologique, encourager la biodiversité de l'économie.
Et dans la biodiversité de l'économie, restreindre l'économie capitaliste par des entreprises publiques, par une régulation publique, par des entreprises collectives et par la mobilisation des mouvements sociaux, y compris le mouvement étudiant, qui a lui-même des entreprises collectives en son sein, les librairies coopératives partout dans les universités et dans les cégeps, c'est quoi? C'est les coopératives. Ça vous coûte moins cher et vous avez des livres que vous n'auriez pas si c'était détenu par l'entreprise privée. Les cafétérias de votre université, c'est la même affaire aussi. Les coopératives de santé pour des étudiants qui sont malades, c'est la même chose. L'Université de Sherbrooke, ils ont une coopérative de santé. Ici, je ne sais pas si vous en avez une, mais ça vaut le coup d'en développer une. Alors, ça, c'est la première chose, la démocratisation de l'économie. La deuxième chose, c'est d'affronter la crise énergétique et le réchauffement climatique. Ça veut dire priorité aux énergies renouvelables. Ça veut dire que les regroupements de comités de citoyens de Saint-Hyacinthe jusqu'à Québec, le long du fleuve, qui se sont battus pour casser, pour demander, pour exiger le moratoire sur le gaz de schiste, c'est ça qu'il faut faire. J'ai vu cette mobilisation-là, j'y ai participé, comme observateur surtout, mais j'y ai participé. Vous avez eu 200 comités de citoyens qui se sont regroupés interrégionalement en 2 ans. Ça, j'avais jamais vu ça dans toute mon histoire de travail en organisation communautaire. Vous aviez des biologistes, vous aviez des artistes, vous aviez des chimistes, vous aviez des agronomes et vous aviez des citoyens ordinaires des différents villages qui étaient dans les assemblées pour parler aux panélistes des tables rondes, des entreprises gazières qui essayaient de nous dire que c'était une bonne affaire, le gaz de schiste, dans nos régions. Alors, la mobilisation, ça ne réussit pas tout le temps, mais dans ce cas-là, ça a réussi. Pour un temps, la vigilance est nécessaire. Troisième chose, l'agriculture écologiquement intensive. Ah, ça, les coopératives agricoles, puis l'UPA, ils découvrent ça de ce temps-là, puis ils trouvent ça intéressant. Mais là, ils sont pris avec 50 ans d'agriculture industriellement intensive. Ça fait une grosse côte à remonter. Et moi, j'écoutais la Semaine verte récemment, il y avait un agronome qui était retraité. Quand tu es retraité, tu as la parole plus facile. Alors, il a dit, tout ce que j'ai enseigné à mes étudiants quand j'étais professeur en agronomie, j'y crois plus. Ah! Agriculture industriellement intensive, j'y crois plus. Et là, il donnait les signes concrets de ce qu'il fallait changer. Donc, aller vers une agriculture écologiquement intensive. Nouveaux choix sociaux pour l'État, je ne développe pas ça. Affronter la nouvelle phase de la mondialisation, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de changement majeur dans notre propre société si ce n'est pas simultanément à des changements majeurs au plan international. Le défi écologique, il est local, il est régional, il est national et il est international. Ah, il faut toujours commencer par le commencement, c'est-à-dire le local, mais c'est un local qui est directement lié, croisé systématiquement au global, et donc il faut augmenter, mettre à niveau nos interventions, changer d'échelle constamment. Small is not so beautiful. Le développement local, j'en ai fait toute ma vie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut constamment travailler à changer d'échelle. Pourquoi? Parce qu'on est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force avec les multinationales. Les coopératives agricoles de 4 pays d'Afrique se sont regroupées pour pouvoir négocier des prix de leurs produits avec les multinationales comme Nestlé. C'est ça la job à faire. Des coopératives dans notre village, sans contact avec les autres coopératives, sans intercoopération, c'est pas grand-chose. Il faut fédérer les initiatives. Il faut peser sur les pouvoirs publics. Le mouvement étudiant a été aussi une belle occasion de voir des mobilisations
qui allait changer des choses. Et on parlait de vos générations actuelles comme étant individualistes, non mobilisables et dépolitisées. Vous avez exactement démontré le contraire. Bon, alors, quelles sont les organisations porteuses? C'est ça que j'ai développé un peu. Je vous mentionne là-dedans un certain nombre d'organisations qui sont dans le coup pour opérer des changements. La dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que dans la question du transport au Québec, qui est une pièce maîtresse pour la transition écologique, vous avez un magnifique projet de monorail électrique Montréal-Québec et interrégional avec les principales régions, dont l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, a fait une étude de faisabilité. On a l'argent qu'il faut. On a la main-d'œuvre qualifiée qu'il faut. Pas oublier qu'il y a Bombardier et tous les sous-traitants, il y a déjà une main-d'œuvre qualifiée pour faire un monorail qui serait électrique. Imaginez le développement interrégional qu'il pourrait y avoir au plan économique. Imaginez l'écologie des déplacements parce qu'il y aurait ce monorail-là. Bon, finalement, on se retrouve à avoir un gouvernement, même s'il est minoritaire, mais qui a ça dans ses cartons. Ça, il faut faire avancer ça. Mais je pense que le gouvernement actuel ne pourra pas le faire avancer beaucoup s'il n'y a pas des mobilisations pour ce faire. Et ça serait un modèle extraordinaire pour modifier les choses, pour illustrer la transition écologique de l'économie. Je vous remercie. N'importe laquelle des entreprises collectives que vous pouvez mentionner ici est issue d'un mouvement. Desjardins est venu du mouvement d'affirmation nationale des Québécois, qui s'appelait des Canadiens français, 100 ans passés. Les caisses d'économie sont issues du mouvement syndical. La Caisse d'économie solidaire que M. représente, c'est né dans le mouvement syndical. Les coopératives agricoles, en bonne partie, sont nées du mouvement syndical agricole. Une partie de l'économie sociale, surtout associative, est née du mouvement communautaire. Et le mouvement étudiant, par vos associations, vous avez aussi fait naître des entreprises collectives, parce que ça illustre un possible d'une économie qui ne serait pas capitaliste, mais qui va être dans une économie de marché qui est dominée par le capitalisme. Donc, il y a une cohabitation là-dedans avec essais-erreurs et échecs assez souvent, mais aussi des bonnes réussites. Voilà. Merci, M. Favreau. Alors, la façon dont je vous ai écouté, vous êtes en train de redéfinir la notion même de développement. Habituellement, on utilise le mot développement pour la notion, on l'identifie à la notion de croissance économique. Alors que vous définissez, à mon point de vue, le développement comme étant avec trois variables, trois bases fondamentales, qui est celle, le développement, il faut l'avoir, puis quand une de ces bases-là manque, il y a quelque chose qui manque dans le développement. C'est d'abord les valeurs, c'est l'organisation, la structure. Vous parliez tantôt de la question comment on fait pour s'organiser pour que ce soit viable, rentable, et la structure sociale, décisionnelle que ça prend. Alors, les structures sociales qui accompagnent le développement, qu'il faut qu'on tienne compte en considération de la notion même de développement. Finalement, les rapports de force. Parce que souvent, on va les oublier, mais ça fait partie du développement. Et vous parliez, par exemple, de Nestlé en Afrique, où 4 coops ont décidé de se fédérer pour négocier. Alors, ça fait partie du développement de l'Afrique et de ce secteur d'activité-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que la réalité que vous avez décrite, tantôt, je parlais de la recherche et développement, du transfert technologique qui sont dans les cégeps, qui sont dans les universités de toutes les régions du Québec, qui peuvent être des ponts entre l'économie linéaire et l'économie circulaire à cause de la connaissance, à cause des changements technologiques provoqués par la symbiotique qui s'établit entre les entreprises.
Mais il n'y a pas seulement la R&D et les systèmes d'éducation qui ont son rôle à jouer, c'est les forces aussi, les citoyennes. Alors, comment les citoyens sont regroupés en collectivités? Alors, quels sont les groupes qu'on peut identifier qui vont nous aider collectivement à passer? Parce que, comme vous disiez, ça n'arrive pas en criant lapin. Alors, quels sont les groupes, les institutions qui vont nous aider à passer de la civilisation industrielle à la civilisation écologique? Quels sont les groupes d'appui qui vont faire cette transition-là sur une base de 5, 10, 15, 20 ans, chacun mettant son petit grain de sel? Comme disait M. Bourg tantôt, l'avantage, c'est de prendre chacun travaille, mais qu'on trouve une façon de mutualiser les expériences pour aller dans cette direction-là. Et je trouve que les expériences concrètes d'économie sociale et coopérative que vous avez mis sur la table, bien, ça fait partie, je pense, des forces qui peut-être en rang dispersé, mais de plus en plus fédérées par ailleurs. Ensuite, vous parliez de changement de dimension. Il faut dimensionner différemment, pas faire seulement du développement local, mais aussi prendre en considération ce qui se fait ailleurs dans le monde. Bien, je trouve que c'est une illustration de cette lente transition, puis à marche forcée, plus la catastrophe écologique va se manifester. Ça, c'est pas vous ni moi qui va décider, c'est la nature qui, à un moment donné, réagit. Bien, j'ai l'impression que ça fait partie de cette dynamique-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Belle synthèse.